Bon, hey, allez, c'est on y va. hot. J'ai envoyé ça à Sam. J'avais jamais été, j'avais juste ouvert. Oh! Bon, lâchez vos téléphones, ma gang d'addicts aux réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue à En toute franchise. On reçoit aujourd'hui Olivier. Olivier qui n'a pas de nom de famille parce que Olivier, c'est comme Madonna, Elvis. C'est comme une star. Madonna. Il n'y a pas besoin de nom de famille. Mais j'ai pas fait de transmutation. Hein. Non, ok, toi, t'es un vrai. T'es un homme. Et c'est quoi tes pronoms? Tu veux comment ça? Non, tu sais que les Français, on a plusieurs prénoms. Oui, mais j'ai Olivier, Gérard, Stanislas et Marie. Stanislas? Oui, dans mon passeport, c'est marqué. Marie, ouais, tu donnes des prénoms masculins et tu dois donner un prénom féminin. Pourquoi? C'est commun en France, ça? Ouais, tout le monde a ça. Ah, ben ici, c'est à peu près dans notre le marraine, ben c'est ouais, moi, je suis une fille, ma parrain marraine, ou la marraine, puis Marie ou Joseph. Moi, je m'appelle Marie-Francine Amélie. T'as pas de nom de garçon? Ben non, c'est quoi cette affaire-là? Nous autres, on n'est pas woke de même, là. Ben, c'est comme ça chez nous. Je suis une fille, moi, je suis une fille, j'ai des noms de filles. C'est une vraie. Hey, ça part bien, cette émission! Hey, aujourd'hui, on va parler du mensonge. C'est ça, en thème, je veux qu'on garde ce thème-là, parce qu'on a vécu les 5 dernières années du mensonge, puis on va en parler. Il y a plein de mensonges qu'on veut. On a vu les fichiers JFK qui ont été publiés cette semaine. Et on va parler de l'affaire Epstein. Ça, tu as pas mal de choses là-dessus. Brigitte Macron. Est-ce qu'il y a un mensonge en arrière de ça? J'ai hâte de t'entendre. Didi. Tu vas être déçu. Ah non, il me semble, c'est excitant. J'en ai déjà parlé avec toi. Ouais, mais c'est pas mon... Attends, on va en parler. Après. Didi, je sais que tu as bien des affaires à dire là-dessus. On va en parler. Puis, ben, c'est ça. On va parler aussi un peu de l'Europe. Je veux t'entendre sur l'Europe. Les États-Unis, Trump et Hey, ton voyage à Mar-a-Lago aussi. C'est un voyage à Mar-a-Lago. S'il y a des potins. Amélie, il n'y a que ça qui l'intéresse. Oui, il y a juste les potins qui ça, m'intéressent. puis, ben voilà. Puis, comme on fait d'habitude ici, c'est ad hoc. Hein? Je pars un sujet, puis après ça, ben, on détourne à peu près n'importe où. On peut débattre tant qu'on veut. Ouais, c'est ça. Je vais être gentille quand même, parce que je suis pas vraiment dans la même lignée de pensée que vous deux. Il n'y a rien d'interdit. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Ça nous met dans la merde dans toutes les semaines. Mais bon. C'est notre problème. Attends, je dirais pas beaucoup de bêtises, t'inquiète pas. Mais en tout cas, on a juste besoin de dire, mettons, une phrase, puis après ça, Olivier va partir pour 1h15. Ouais. T'es optimiste, mais t'as le droit de le penser. Voilà, ben écoute, tu peux te préparer un petit peu quelque chose. En fait, ChatGPT était vraiment sur une autre planète avec toi, mais en fait, pour te présenter rapidement, tu es un ancien agent d'artiste. Tu as fait ça durant 30 ans. Exact. Donc, notamment avec, je pense que tu as booké Paris Hilton. Oui, entre autres, j'en ai une liste énorme. Mais ce nom-là, ça serait peut-être le plus connu. C'est ça. Et puis, à partir de 2020, donc au début de la pandémie, tu es devenu attaché de presse. Puis, tu es derrière les échanges franco-canadiens, notamment avec Production France-Québec, mais même un peu dans le mainstream. Là, tu mets vraiment en lien le Canada, le Québec et la France. Je fais passer... Enfin, il faut préciser dans le courant de droite conservatrice, en fait, des attachés de presse, il y en a dans le mouvement de gauche, tu en as plein. Moi, j'ai décidé dans le milieu de droite conservatrice de mettre en lumière des gens qui n'ont pas la parole, que tu ne fais pas passer justement dans les médias mainstream. Donc, que ce soit des Français que je fais intervenir ici au Canada ou des Canadiens que je vais faire intervenir en France sur des plateaux comme Sud Radio avec Berkoff, ici chez Radio X, tu te disais chez Martineau à Cube Radio, où j'ai envoyé Samuel, etc. En fait, moi, mon travail n'est pas mon opinion. Mon opinion n'a aucune espèce d'importance. Moi, ce qui compte, c'est que je puisse ouvrir des portes pour que des gens qui n'ont pas la parole puissent s'exprimer. Puisque je suis un pro-liberté d'expression, on va y venir quand on va parler de Donald Trump. Tu es français, tu es déménagé ici au Canada. Je suis canadien maintenant. Tu es canadien? Officiellement, depuis c'est vrai, combien de tu as temps? fait tes petits papiers puis tes petits examens. Ça a été long. J'ai vécu au Canada de 92 à 98. Mais à l'époque, j'étais très jeune. J'ai fait la connerie de pas faire le process jusqu'au bout. Donc, j'ai eu ma résidence permanente une première fois. J'aurais pu demander mon passeport à l'époque. Je l'ai pas fait. J'étais jeune, je m'en foutais, je voyageais tout le temps.
Je suis revenu en 2015. Là, on a du tout recommencé le process depuis le départ. Donc, permis de travail, ensuite résidence permanente et j'ai eu ma citoyenneté en novembre. Ah, ben. Et ça fait pas longtemps qu'il habite à Montréal, en fait. Tu habitais à Calgary. Ouais, avant, j'étais dans l'Ouest. Ah, t'es venu à Montréal. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. J'étais à Calgary pendant un bout de temps. Ouais, j'étais à Québec. Ensuite, je suis retourné vivre aux États-Unis. Des États-Unis, je suis retourné à Calgary. Et là, je suis revenu à Montréal depuis le début de l'année. Et je dois dire... Et je vais retourner aux États-Unis, maintenant que Trump est élu. Ah, vrai, bon. tu retournes habiter aux États-Unis? Bon, je pense, c'est dans les projets, j'espère l'année prochaine. OK, là, branche-toi, ça n'a pas de sens. Vu ce que je suis en train de faire avec les États-Unis, il y a de fortes chances que le travail m'oblige à retourner vivre aux États-Unis. Oui, on va en parler. Mais je vais juste faire un aparté parce qu'on se parle souvent, toi et moi, genre quasiment tous les jours. Quasiment. Mais, Elle est amoureuse, Amélie. Mais... Oui, c'est ça. Carl ne sois pas jaloux. Hein. Exact. Mais je voulais juste faire un petit aparté marketing. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en vrai. Je trouve que tu as très bonne mine et tu as vraiment maigri. Puis c'est à cause des Isagenix. Exactement, c'est vrai. Bah oui, on peut le dire. C'est grâce à Isagenix. Exactement. Bon, parfait. Je vais faire une petite section marketing. Bah, tu peux, les produits sont très bons. Mais vraiment, tu as bonne mine. Bravo. J'ai perdu 15 kilos grâce à Isagenix. 15 kilos. Wow. Quand même. En 2 mois et demi. Oui, ça paraît, mais ça paraît, tu sais, dans ton... Physiquement, oui, tu as perdu du poids, mais même ton visage, c'est plus lumineux. 15 kilos, t'imagines? Ah, ben bravo. Bon, continuons. Continuons! Aujourd'hui, on va commencer par JFK. Il y a les documents qui ont été rendus publics. J'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y en était, puis finalement, il n'y a pas grand-chose. C'est-tu le chauffeur, finalement? Moi, ça fait 20 ans honnêtement, on n'a rien appris. On n'a vraiment pas grand-chose de nouveau. Comme je suis surprise qu'on a pris. Il y a quelques références à la CIA, que la CIA aurait été mêlée là-dedans. Ouais. Puis que Lee Harvey Oswald aurait été en Russie, puis aurait été à Cuba, puis qu'il aurait été aux ambassades de ces deux pays-là. Mais à part de ça, là, on n'a vraiment pas grand-chose. Mais la seule chose que j'ai lue, c'est que Biden, il y avait peut-être un rapport là-dedans. Non, on apprend que Biden aurait été un traître à la nation. Mais en bout de ligne, on n'a pas vraiment rien appris de nouveau. On le savait depuis longtemps que c'était un coup monté par le gouvernement. Et il n'en parle pas dans les médias, donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça te dit, ça, que l'affaire JFK, il n'y a rien de nouveau, puis on nous promettait des révélations extraordinaires? Parce que c'est très simple à comprendre. Quand on te dit qu'on va te déclassifier un dossier, moi je peux te dire je vais te déclassifier un dossier. Si j'ai un dossier qui fait 5000 pages et que je t'en déclassifie 300, je t'ai déclassifié le dossier. Sauf que tu as 4700 pages que tu n'as pas vues. Tu penses que c'est cas-là? Bah bien sûr, c'est d'une évidence absolue. On va parler du cas Didi et Epstein. C'est exactement ce qui se passe. On a eu 80 000 pages, je pense. À peu près. Tu penses que quoi d'autre sur les pages non dévoilées? Non, mais si tu veux, s'ils veulent la déclassification totale, transparente, etc., j'y crois pas. Ça implique trop de gens, parce que ça implique des gens qui peuvent être encore en place aujourd'hui. Ça peut impliquer des gens. Mais c'est 60, c'est des années 60, ça, là. Oui, mais il y a des ramifications peut-être de gens en place, des pères de certains. On sait pas. Peu importe la raison, ce qui est secret reste secret. Il te déclassifie, parce que quand Donald Trump dit « je vais déclassifier », il te dit « je déclassifie », mais il t'a pas dit, il t'a pas montré le dossier original. Ce qui m'intéresserait moi de voir, c'est le dossier complet. Montre-moi le dossier complet et montre-moi ce que tu as déclassifié. C'est comme l'affaire de Epstein, quand les influenceurs sont sortis avec le dossier, ils disent on a les affaires Epstein. Ok, ils sont partis avec tant de pages, mais est-ce que tu sais combien de pages il y a réellement? Et est-ce que tu sais si tu as tout? Non, c'est pour ça qu'on n'apprendra rien, et je l'ai dit depuis longtemps, à tous ceux qui pensaient qu'ils allaient apprendre plein de choses, etc., vous allez être déçus. Mais qu'est-ce que tu fais de Trump qui a poussé, puis il disait ça va être des grandes révélations? Puis, il disait aussi que il l'a pas déclassifié en 2020 parce que c'était pas prêt, que c'était pas le temps. Mais là, il aurait pu déclassifier depuis longtemps parce qu'on n'a vraiment rien appris. Puis, il aurait pu déclassifier Epstein en 2020 aussi. Ça y enlève pas de crédibilité? Non, Trump? Mais c'est pas une question de... Pour moi, c'est pas une question de crédibilité. C'est une question de communication. En 2016, il n'a pas communiqué là-dessus. Il a beaucoup communiqué dessus depuis 2020. Ouais. Il arrive, il dit « je déclassifie ». Mais encore une fois, qu'est-ce qui va te déclassifier?
En plus, il y a forcément des gens ou dans son entourage proche ou éloigné que ça pourrait impliquer, que ça pourrait mettre en difficulté. Il n'est pas idiot, il va pas mettre des gens proches de lui dans la mouise, comme on dit. Donc, il déclassifie, il te montre ce qu'ils veulent. En plus, en phase, je veux dire, c'est comme un épisode sur Netflix. Là. Bien sûr. On parle d'un sujet sérieux quand même. Là, c'est des dangereux criminels. Ouais. Puis on révèle ça en phase. Pour moi, ça compute pas. Là. Non, mais en plus, il faut penser que il a pendant toute sa campagne, pendant les 4 ans, il ne parlait que de ça. Lui, donc c'est de la communication. La campagne, c'est de la communication. Il arrive au pouvoir. S'il ne déclassifie rien, il a menti. On parlait tout à l'heure en off, on disait qu'il a dit on va arrêter la guerre en 24 heures. C'est de la communication. Oui, c'est le principe de dire on va attaquer. Là, c'est la même chose. Il dit je déclassifie. Mais il vous a jamais dit je vais déclassifier. Le dossier fait 100 000 pages, je vais vous donner 100 000 pages. Il peut t'en donner 300 et il va te dire j'ai déclassifié. Donc, les gens sont contents. Ils disent ouais, il a déclassifié. Mais tu n'apprends rien. Parce que c'est soit caviardé, soit les pages importantes ne sont pas là. Même chose sur le... Bon, je vais te dire honnêtement, JFK, j'ai lu une partie, j'ai pas encore le temps de tout lire, mais j'ai quand même vu une publication où on voit qu'Israël est mentionné à de nombreuses reprises et mis entre parenthèses. Et la CIA. Mais on a l'impression qu'ils dissimulent. Il y aurait une complicité avec le Mossad, avec les services israéliens, et ça, ce serait dissimulé. Donc, il faut se rendre... En fait, vous vous rendez compte la grandeur du complot qu'il y a pour tuer un président américain. Ça peut impliquer des pays étrangers, ça implique des gens à l'intérieur des États-Unis, ça a des ramifications énormes. C'est impossible de donner tout au public. C'est du secret, c'est classé secret défense. Donc, il a déclassifié. Tu ne peux pas l'accuser de mensonge. Il a déclassifié. Mais le bout de la phrase, c'est ce qu'il veut. Et on pourrait penser que c'est la même gamique en juillet dernier pour la tentative d'assassinat de Trump? Bah là, pour l'instant, il a rien. C'est juste un fou qui a tiré, puis c'est tout. Là, oui, mais là, ça, pour l'instant, mais ça, pour l'instant, ils n'ont rien déclassifié, il n'a pas sorti les documents, etc. C'était très louche, l'affaire qu'ils ont congédié la chef du... Oui, on appelle ça faire sauter, on fait sauter le lampiste. Ça, c'est connu. Et fait intéressant aussi, j'en ai parlé avec toi, d'ailleurs, parce que tu as dit Trump, il n'a jamais dit qu'il y aurait des arrestations. Il a juste dit qu'il déclassifierait des documents, mais il n'a pas dit les méchants vont se faire arrêter, parce que les gens attendent des arrestations. Moi, tu le sais. Il n'y aura pas d'arrestation. Il n'y aura pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je vais prendre un exemple simple. Il faut juste rappeler les faits. 2016, campagne électorale. Il avait en face d'Hillary Clinton. Hillary Clinton lui dit heureusement que vous n'êtes pas notre ministre de la Justice. Lui répond tu seras en prison. Ouais. Parfait. Tu as été président de 2016-2020. Hillary Clinton n'est pas en prison. Un truc, je crois que c'est un truc que j'en ai parlé, où je disais, il faut comprendre que ceux qui vous disent qu'il va y avoir des arrestations, vous vivez dans un film, ces gens-là sont tous maqués entre eux. Ils s'entendent entre eux. Vous avez des preuves qui sont sous vos yeux. C'est par exemple qu'on appelle ça, l'enterrement de Jimmy Carter. Obama assis à côté de Trump, en train de se taper sur le genou, ils chillaient, ils rigolaient entre eux, etc. Ça mange dans la même gamelle. Ouais. Ces gens-là se protègent. Tu peux même, si tu es complotiste, tu peux aller encore plus loin que ça. Tu peux te dire qu'ils se protègent tellement qu'aujourd'hui, il n'y a aucune opposition sur ce que fait Trump entre la Russie et l'Ukraine. Tu n'entends aucune grosse tête démocrate s'attaquer au plan de Trump, parce que ces gens-là se protègent entre eux. Il faut le comprendre. En politique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le même sérail. Donc, ça fait des déclarations. Mais je viendrais me flageller. J'avais dit la même chose quand j'avais annoncé le score de l'élection de Donald Trump. Je l'ai donné 6 mois avant tout le monde en disant qu'il va être élu entre 290 et 315 grands électeurs. Il a fini à 312. Je vous dis la même chose. Ni Hillary Clinton, ni Obama, ni personne ne se fera jamais arrêter. Ça n'arrivera jamais, j'en suis intimement convaincu, parce que ces gens se protègent. Un autre exemple, Schumer, qui est un des pires ennemis de Donald Trump. Pendant le gala là, qu'ils font tous les ans, Trump est au micro, il le charrie, le vanne, etc. À tour de bras. Ça finit, et quelqu'un continue à filmer, ils sont assis à côté comme on est tous les deux, ils se tapent sur l'épaule, ça rigole. Alors évidemment, les gens vont te dire, bah oui, ça fait partie de la pièce de théâtre, etc. Ok, mais si tout est le plan, si tout est la pièce de théâtre, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de discussion, il n'y a aucune discussion. Mais les faits sont là. Ces gens-là mangent dans la même gamelle,
viennent du même sérail. Je vais vous donner un exemple en France. On sait par exemple que des gens comme Nicolas Sarkozy, qui est complètement opposé à Emmanuel Valls d'un point de vue politique, partent en vacances ensemble. Et sur les plateaux télé, ils s'insultent. Je veux dire, donc il faut arrêter de croire qu'il y a le gentil Trump va arrêter Obama ou va arrêter Hillary Clinton. D'abord, s'il avait voulu arrêter Hillary Clinton, je pose une question, pourquoi il ne l'a pas fait entre 2016 et 2020 Mais tout le monde va dire, ah oui, ça fait partie de la stratégie, qui est chumé avec Obama, mais il fait semblant, puis inviter Trudeau à son souper. Puis mais chacun est libre. Il y a libre. tout le temps quelqu'un qui va justifier le truc. Bien sûr. De toute façon, tu peux toujours tout justifier. Mais les faits sont là, c'est triste, c'est de la politique. Je viens du milieu du show business. Le show business et la politique, c'est la même chose. Faut bien comprendre. Ou le sport professionnel, c'est la même chose. Ouais. C'est du show business. Tu prends le sport professionnel, ça me fait penser, il y a eu un match il y a 2-3 jours, là, très important en Europe, en Coupe d'Europe. Les deux équipes se battent pour passer un tour. À la fin du match, tu vois le président du club de Paris qui va discuter avec le meilleur défenseur de l'équipe adverse pour déjà négocier son contrat pour l'année prochaine. Et une demi-heure avant, ça se tapait sur le terrain. C'est du show business. Il faut bien comprendre ça, c'est du show business. Donc, les gens se protègent et se tiennent les uns avec les autres. Ça va en décevoir beaucoup, ce que je dis, mais ça ne me dérange pas. C'est ce je regarde les faits. C'est ce que j'ai dit même la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, je ne me souviens plus. Mais ce ne sont que des acteurs, ces gens-là. Bien sûr. Puis souvent, littéralement, parce que Trump, c'en est un acteur. Trudeau, c'est un professeur de théâtre. En arrière de ça, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens, là, des diplomates, des fonctionnaires, des lobbies. Fonctionnaires et tout ça, des lobbies et tout ça, que eux vont tous faire les projets de loi et les réglementations et tout le kit. Eux sont conscients qu'ils sont un peu des pantins dans les politiciens. C'est pas tout à fait ça. En fait, pour expliquer, c'est pas tout à fait ça. Comment schématiser ça? Il faut schématiser ça avec une entreprise. En fait, le président, c'est le patron. C'est lui qui met le stamp et qui dit oui ou non. Ouais. Mais pour arriver aux décisions, il a des conseillers, il y a des organisations, il y a des réunions, il y a des meetings. C'est la même chose que le show business avec les artistes. L'artiste que vous voyez sur scène, il est dicté, entre guillemets, il a le talent. Je prends l'exemple de Céline Dion. Prenez l'exemple de Céline Dion. Des Céline Dion, il y en a des millions dans le monde. Mais des René Angélil, il n'y en a qu'un. Ouais. C'est pour ça que Céline est devenue ce qu'elle est devenue. Oui, maintenant, il n'y en a plus, mais il n'y en avait qu'un. Mais des Céline Dion, il y en a partout dans le monde. Ben là, c'est la même chose. Quand vous avez un artiste ou vous avez un politicien, d'ailleurs, vous ne pensez quand même pas qu'un Premier ministre ou un président fait son discours. Il est écrit par les conseillers. Lui, il le relit, il va mettre des notes, faire des annotations, rayer des choses. Mais ce n'est pas lui qui écrit ses discours, c'est toujours ses conseillers. Et quand il y a des décisions très importantes, comme par exemple, tu parlais de la paix avec l'Ukraine et la Russie, ouais. Quand Donald Trump hier parle oui c'est hier, il parle avec, oui c'est ça, hier, parce que je me perds dans les jours, il parle avec Vladimir Poutine, mais tout ça, c'est bordé. C'est pareil, c'est du théâtre. Ça a été organisé par les conseillers, il y a eu des réunions par les diplomates, il y a eu des réunions à Jeddah, en Arabie Saoudite. Pendant que les Ukrainiens discutaient avec les Américains ont appelé les Russes, parce qu'on nous a dit « Ah, on attend la semaine prochaine que Trump et Poutine se parlent. » Mais vous pensez de façon sérieuse? C'est pas vraiment Trump et Poutine qui règlent ça au téléphone. Mais bien sûr que non. Ni Trump et Zelensky, l'autre fois, la pièce de théâtre qu'on a vue. Mais jamais, pièce de théâtre, non, ça je suis pas d'accord. C'est une pièce de théâtre. La dame, je pense qu'elle était une diplomate de l'Ukraine qui était là à la Maison-Blanche. Ça, c'est l'ambassadrice ukrainienne. Elle se prenait la tête. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est pareil. C'est elle qui a tout négocié. C'est elle qui a fait tout le travail avec les diplomates américains. Ouais. Pendant 50 minutes, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Ça aussi, tu vois, voilà la manipulation. Il y a eu 40 minutes avant. Là. Il y a eu, voilà, ça a duré 50 minutes. Moi, je les ai vus en complet. Pendant les 50 minutes, les 40 minutes, ça se passe très bien. Je vais même te dire, Trump est plutôt très pro-ukrainien, dit vos soldats sont courageux, votre population est courageuse, etc. Et lui, il dérape. Il demande la sécurité toujours. Il est tout le temps. Et il dérape. Retourne sur la sécurité. Il dérape. Il veut être dans l'OTAN. Oui, mais il dérape dans le bureau ovale. Donc, quand on dit, pareil, c'est organisé, c'est stagé. Non, c'est pas stagé. Ce qui est stagé, c'est le fait qu'ils font une conférence de presse, il y a les journalistes dans le bureau ovale. Mais, encore une fois, les gens regardent ce qu'ils veulent regarder. Pourquoi personne ne parle de 2 jours plus tard? Il y a le Premier ministre irlandais qui vient à la Maison-Blanche, il est dans le bureau ovale, c'est la même chose. Il y a Vance qui est assis, il y a Trump, il y a le Premier ministre irlandais, les journalistes, etc. Il n'y a pas de dérapage.
Donc, c'est pas que c'est stagé, c'est que lui, à un moment donné, dérape, commence à dire des choses fausses et attaque le vice-président. Lui, il lui répond. Ensuite, en plus, on lit sur les lèvres qu'il l'insulte en ukrainien. Ouais. Il le traite de fils de pute en ukrainien. Oh. Dans le bureau ovale, c'est quand même un peu moyen. Et là, Trump réagit. Mais à la base, s'il n'y a pas ce dérapage de Zelensky, ça se passe normalement et au bout de 50 minutes, ça se termine. Ils vont faire leurs négociations avec les diplomates et après, il y a la conférence de presse avec les journalistes. Mais moi, j'aime pas ce truc de tout est stagé, tout est organisé, tout est complot. Non, la vie est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Je pense qu'ils s'étaient mis d'accord, Vance puis Trump, il payait une traite. Ça, oui. Mais c'est pas qu'il lui payait une traite. C'est pas déjà quand il l'accueille. Vous avez vu ce qu'il fait. Oui. Il lui dit oh good looking. En gros, il lui dit t'es bien habillé. Il arrive habillé. Il voulait l'humilier. Il voulait l'humilier Parce qu'il savait que les négociations en arrière avec les diplomates c'était bloqué par les demandes de sécurité. Oui, puis surtout c'est que en faisant ce qu'il a fait, en lui mettant une pression, ils l'ont étudié, parce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, mais vous savez que les équipes autour des présidents, etc., analysent le comportement, les personnalités, etc. Et ils savaient que quelqu'un comme Zelensky, sans parler des produits qu'il prend, etc., dégoupille facilement. Donc, en faisant ce qu'ils ont fait, ils le mettaient dans une condition psychologique qui faisait que ça pouvait provoquer un incident. Quand tu dis les produits qu'il prend, qu'est-ce que tu veux dire? On sait que Zelensky marche pas à l'eau claire. Okay. Donc, moi je n'affirmerai pas parce que je ne l'ai pas vu faire, mais oui, quand tu vois les yeux, l'état dans lequel il est, et même sans parler de ça, il venait de prendre l'avion, il venait de faire 15 heures de vol, 8 heures de décalage horaire, tu arrives dans des conditions, tu es fatigué, et donc il suffit d'un petit rien et le feu prend tout de suite. Effectivement. Mais quand je dis une pièce de théâtre, je voulais dire, c'est que c'est pas là, devant les caméras, que les décisions se prennent. Non. Mais jamais c'est ça que je veux dire, que c'est une pièce de théâtre, oui, dans le fond. Oui, oui, Amélie, ça je suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr, ce qu'on voit à l'écran, c'est rien. C'est ça. C'est le devant, c'est dans la coulisse et derrière le rideau que ça se passe, évidemment. JFK, il y a eu des références comme quoi la CIA puis Mossad étaient là, mais on va dans l'affaire Epstein, la même chose. Lui, il est soupçonné d'avoir été dans le Mossad, puis la CIA est soupçonnée d'être là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? On n'a rien eu, tu sais, les documents qu'on a eus. Si c'est un agent, tu n'auras rien. Parce qu'ils sont protégés. Donc tu n'auras rien. Mais il faut remonter plus loin que ça. Il y a une très bonne entrevue d'un Français qui s'appelle Joe Masso, qui lui est de l'autre côté, qui démontre un petit peu les accointances de Trump avec la mafia, les accointances de Trump. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais un des meilleurs amis d'enfance de Donald Trump s'appelle Zico, c'est le fondateur des Hells Angels quand même. Oh. Personne n'en parle, mais et je peux vous en parler puisque c'est un ami à moi qui a fait un documentaire sur Zico et le documentaire devait être projeté devant le président à Mar-a-Lago et je devais aller à la projection, donc je suis un petit peu au courant du dossier. Mais c'est pas parce que tu connais des voyous que tu es toi-même un voyou, c'est pas parce que tu connais des voleurs que tu es un voleur, donc il faut pas faire non plus d'assimilation. Mais l'affaire Epstein, il faut remonter à il y a plusieurs années en Floride avec le procureur Acosta, qui avait ouvert une enquête en Floride sur les agissements d'Epstein dans sa maison en Floride. Ce procureur a été débarqué, il avait témoigné des années plus tard de ce qui s'était passé. Joe Masso explique très bien d'ailleurs les accointances aussi entre Trump et le père de Bill Barr qui est devenu ministre de la Justice de Donald Trump entre 2016 et 2020. Donc encore une fois, c'est pareil, tous ces gens se connaissent, tous ces gens gravitent ensemble, et en plus, si Jeffrey Epstein est réellement un agent du Mossad, tu n'auras rien. C'est pour ça que ça ne sortira jamais. Ils sortent ce qu'ils ont sorti. Avec des noms barrés. Avec des noms caviardés, etc. Mais il y aura une protection, ils ne te donneront... Moi, j'ai dit à un ami à moi, l'autre fois, j'ai dit, j'aimerais connaître l'ampleur et la grosseur du dossier de Jeffrey Epstein. Et ensuite, j'aimerais connaître le nombre de pages qui ont vraiment été déclassifiées. Parce qu'ils ont déjà les vidéos. Il y avait des vidéos. Mais ils te les donneront pas. Mais il va peut-être avoir 2-3 personnes qui vont servir de bouc des lampistes. Mais pas les méga têtes dirigeantes. C'est ça, parce que Jeffrey Epstein il a été condamné à la prison pour très, très longtemps. Donc, il y a eu un procès là-dedans, puis il y a eu des noms qui ont été nommés, comme Ghislaine Maxwell. Qui a 20 ans, je pense. Ouais, 25 ans. Il y a eu des noms qui ont été nommés, et tout ça, mais on ne les connaît pas. Ben non. Et tu les connaîtras pas. On les connaîtra jamais. Par contre, Andrew Tate a été foutu en prison sans procès pour trafic humain, puis pas de preuves. Ben oui. Lui, ils l'ont mis en prison assez vite. Mais Tate n'était probablement pas un agent. Mais c'est drôle parce que
Il y a eu, les deux ont été condamnés pour du trafic humain, mais on n'a pas de Client. Mais je viens de te répondre. Et Ce n'était pas un agent. Et ce qui est intéressant aussi, C'était- c'est non, mais qu'on non. sent plein d'excuses pour ça. Oui, mais c'est pas le temps. Puis Tati, t'étais là. Je me dis, oui, mais là, on joue avec la vie d'enfant. Ouais. Est-ce C'est- qu'il faut vraiment attendre quelque chose, là? On s'en fout d'attendre Pierre-Jean-Jacques. C'est qu'il faut arrêter ces gens-là. Mais tout le monde trouve des excuses comme quoi qu'on peut pas tout dévoiler comme ça. C'est malheureusement dans tous les pays ce qu'on appelle les secrets d'État. Ah, mais peut-être qu'aussi, il y en a qui disent que ça se passe en coulisses, puis qu'on n'est pas quoi. Ça. Moi, je me prétends pas, pourtant je travaille en coulisses, c'est mon métier, et je prétends pas savoir les choses, et pourtant je fréquente la coulisse. On parlera du show business. Moi, tu vois, si tu veux parler d'Epstein, j'ai travaillé 30 ans dans le show business. Moi, ce qui est lié à la pédocriminalité, je dis pas que ça existe parce que c'est un de mes combats, mais j'ai jamais rien vu de mes yeux, et pourtant j'ai bossé là-dedans pendant 30 ans. Ben, ça se fait toujours en cachette. Bien sûr. C'est ça, Et aujourd'hui, puis on les gens parle. ne le disent pas, ils ont honte aussi. Non, mais il y a des choses. Annika Luka ne devait pas se vanter de ça. Non, mais il y a ce des qu'elle choses, subit. il y a des choses, si tu veux, qu'on apprend aujourd'hui. Il y a certains producteurs en France qui se font attraper par la justice parce qu'ils ont fait des détournements de mineurs, des choses comme ça. Mais c'est fait de façon extrêmement sournoise et discrète. Mais tu sais, on dit oui, il y a dans le show business est infesté, etc. Non, je m'excuse. J'ai travaillé avec des grands artistes, j'ai travaillé avec des grands agents, j'ai travaillé avec des grands producteurs, et ces gens-là sont des gens clean. Il existe des gens clean dans le milieu, mais dans tous les milieux de la société. Il y a des détraqués, il y en a dans la politique, il y en a dans le show business, il y en a dans le sport, il y en a même dans la société civile. Donc, en réalité, mettre l'accent sur un type de métier en disant il y a des pédocriminels là-dedans, Il y en a partout. il y en a partout. Il y en a même peut-être même dans nos propres familles, il peut y en avoir. Donc, c'est pour te dire, c'est Dans pas le petit peuple et dans les élites. dans le petit peuple et les c'est élites. ça. Exactement, Amélie, c'est exactement ça. Donc, moi, personnellement, si tu me poses la question, je vais te répondre, non, je n'ai jamais entendu ni vu quoi que ce soit. Oui, c'est sûr qu'il y a une proximité. Bah, Amélie étant artiste, tu le sais, on a une façon d'être avec les gens, etc., très Crois-moi, proche. j'en ai vu des affaires. J'en ai vécu et vu. En tant que femme. Fashion femme, c'est ça. Ouais, c'est ça. En tant que femme, c'est sûr que tu as des producteurs, quand ils ont le pouvoir, ils vont tenter de coucher avec pour obtenir un contrat, pour dire, tiens, si tu veux devenir une grande chanteuse, je vais faire de toi quelqu'un. Mais on parle de gens majeurs. Après, c'est vrai que dans le cinéma, il a été révélé certaines actrices qui étaient jeunes, qui ont été abusées par comme l'affaire Weinstein, etc., qui font que oui, c'est clairement de la pédocriminalité. Mais la Alors, plupart vont rien dire parce que si on a obtenu un premier rôle dans un film, à cause qu'ils ont couché avec un tel, elles vont pas. Il y a une omerta, il y a une grande omerta. Hein, On parle du mensonge aujourd'hui, mais le mensonge n'aime pas la lumière. Fait que ceux qui commettent, qui font ces mensonges-là, tu ne le sauras jamais. Non, puis ils sont énormément protégés par le système. Parce que je te disais qu'il y a de la pédocriminalité dans tous les domaines, mais n'oublie pas que la justice est infestée aussi par la pédocriminalité, sans parler des loges et compagnie qui infiltrent aussi. As-tu entendu, on l'a passé, je pense, la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, Georgescu, qui parlait de l'UN, les Nations Unies, qui disait que les Nations Unies étaient infestées. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas, Georgescu en Roumanie. Il disait ça. À large. Les Nations Unies infectées de pédophiles. Oui, mais c'est parce que... Mais c'est encore une fois, c'est dans tous les domaines. Tu en as même dans le système judiciaire. Donc, c'est un système qui se tient. Tu te rends compte, tu es victime d'un pédophile, tu vas en justice, tu tombes sur... tu commences même au premier degré par la police quand tu vas porter plainte. Imagine que l'officier de police qui te reçoit, lui-même, il consulte des sites pornographiques d'enfants, etc. Mais ça commence juste déjà là. Ensuite, tu montes dans la hiérarchie de la justice. Tu as passé le barrière de la police. Ensuite, tu vas au tribunal, etc. Tu tombes sur des juges qui sont impliqués. C'est un problème. Mais ce genre de déviance-là, on en avait déjà parlé dans l'émission sur les rois du monde. Ouais. Sur, pas les rois du monde, ben oui, les Molochs du monde, que le pouvoir fait en sorte que tu vas peut-être aller vers des déviances sexuelles. Ouais, plus tu es, c'est ça, plus tu as de plus pouvoir. Plus tu as cette espèce de soif de pouvoir-là. Mais bon, c'est un problème, on commence par un problème mental sérieux. À la base, tu as une espèce de déviance, c'est sûr. Mais quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir, qui veut le pouvoir sur les autres, souvent, pas nécessairement tout le temps,
Mais ça se peut que tu aies des petits problèmes. Là. Oui, et puis tu as des États aussi qui peuvent, pour instrumentaliser des hommes politiques, te mettre dans des pièges. Parce comme qu'ils... Epstein, Voilà, toute l'histoire d'Epstein. exactement. Mais Comme ils savent. brillant parce qu'on va te contrôler comme Après, ça. c'est ça, on te tient avec un dossier. Tu ne jamais assouvir tes besoins de ta déviance, à moins que tu sois protégé comme ça dans un système contrôlé. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va changer? Mon esprit optimiste l'espère, mais malheureusement, on reste des humains avec nos déviances, nos folies. Tu sais, c'est comme la guerre, on aimerait qu'il n'y ait plus de guerre, mais malheureusement, il y aura toujours des guerres. Parce qu'on est tous corrompus, dans un certain sens. Oui, dans un certain sens. Tu sais, la maladie mentale a toujours existé et elle existera, je pense, toujours. Donc, c'est très compliqué, c'est très, très compliqué. Mais oui, on espère tous ça. Restons dans le mensonge, il y a toute l'histoire Brigitte Macron, avec que Candace Owen a sorti. Moi, j'ai écouté un peu, j'ai vu des résumés de tout ça. Puis, il n'y a jamais, comme dans l'histoire JFK, il n'y a pas de smoking gun. Il n'y a pas il n'y a aucune évidence, mais pour faire rouler cette pièce de théâtre-là, on dirait qu'ils veulent pas que l'histoire... Parce que Brigitte Macron, ce serait simple, tu as juste à faire un test de sang, puis tu vas voir tes chromosomes, là, puis l'histoire... ou ben non, elle baisse ses culottes, là, Ouais, mais là, elle va baisser ses culottes devant la planète entière. Devant un médecin, là. Mais le médecin, s'il est payé, ça va. Là, un test de sang, whatever. Elle pourrait... Oui, mais est-ce que, mettons, qu'il dit officiellement, voilà, nous avons les résultats du test de sang de Brigitte Macron et elle est officiellement une femme. Et ça ne va rien changer dans la théorie du complot. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Est-ce que... J'en parle pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas? Je m'en fous complètement. Ça m'intéresse plus de se rendre compte que Brigitte Macron a, je ne sais plus combien d'années de différence avec Emmanuel Macron et qu'il avait 13 ans. En parlant de pédophile. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, peu importe si c'est un homme ou une femme, c'est une pédophile. Si moi, à mon âge, je me fais une fille de 16 ans, je suis un pédo, mais elle s'est mise avec son élève qui avait 13 ou 14 ans et on ne parle pas de ça. C'est ça le nerf de la guerre. Que ce soit un homme ou pas, j'en ai rien à faire. Pour moi, ça ne me change absolument rien. Des mensonges d'État comme ça, il en existe des tonnes. Ça ne changera pas ma vie, mais ce que je trouve assez effrayant, c'est que personne ne parle de sa pédophilie. Ça, personne n'en parle. C'est quand même assez incroyable. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Personne n'en parle. Ben ça, parce qu'imagine-toi, nous, on se ferait avec une fille de 16 ans ou de 15 ans, je te garantis que tu vas avoir un sérieux problème. Mais Brigitte Macron qui s'est mise avec un mec de 13 ans, c'est pas un problème. Ben ça, c'est un fait avéré. Fait que, ça, c'est avéré. Il y a une déviance, là, c'est pas normal. Là. Sur l'affaire Brigitte, si tu veux, moi, je rentre pas là-dedans. J'en sais rien. Oui, il y a des choses très suspectes. Tu parlais des chromosomes. Moi, j'ai dit, il y a une seule chose que je peux te dire, c'est qu'effectivement, il y a un problème sur une chose, c'est l'affaire de l'Algérie, où effectivement, elle a dit, en déplacement avec Emmanuel Macron, elle a dit que ça lui rappelait des souvenirs de ses études. Or, ils ont étudié, ils se sont aperçus que les âges ne concordaient pas et qu'elle n'a jamais fait ses études en Algérie et que c'est Jean-Michel Trogneux qui a fait ses études en Algérie. Donc, ça, il va falloir l'expliquer. Pour le reste, on va se dire les vraies affaires. Qu'est-ce que ça change? Rien. C'est plus troublant, la pédophilie de Brigitte Macron envers Emmanuel, que de savoir si c'est un homme ou une femme. Enfin, moi, c'est mon opinion. Après, chacun est libre. Peut-être que c'est pour faire une diversion, de dire on va parler que c'est un homme, pour pas parler de pédophilie. Ça peut. D'ailleurs, ça pourrait, parce que sur CNews, en une émission de Pascal Praud, ce que tu évoques là, ça s'est passé. Il y a quelqu'un qui l'a dit et on a vu un très grand malaise de Pascal qui a parlé de ça, qui a dit c'est comme avoir 40 ans et être avec un garçon de 13 ans. Et là, il y a un malaise terrible sur le plateau. D'ailleurs, la vidéo circule sur les réseaux. Ah, donc, il n'en parle pas. C'est un sujet tabou. On a vu que Pascal Praud s'est senti très mal et il a évacué le sujet. Ça a fait un blanc terrible. Parce qu'en mettant l'accent sur son sexe, on peut dire c'est que le monde est fou de penser que c'est un homme. Une diversion. C'est ridicule, mais c'est ça. Mais en fait, mais le vrai problème, c'est celui-là. Il n'y a pas une théorie du complot là-dessus. Là, c'est un fait, c'est factuel. C'est un fait, exact. Mais ça, personne n'en parle en France. Non. Donc, peut-être tu as raison qui perpétue le truc pour faire diversion. Ça se peut. Moi, je n'embarque pas là-dedans. C'est un petit peu la même stratégie qu'ils ont fait avec les complotistes. Ils prennent les plus débiles, là, ils les mettent à la... Exactement. Ils les mettent
au front de la caméra. Il dit toutes sortes de niaiseries. La Terre est plate. La Terre est plate. Et là, ils font un amalgame. Tout ce que les terroristes disent, c'est des conneries. Mais j'imagine que c'est la même chose pour Big Mike, que tu te prononces pas là-dessus et que tu t'en fous. Ça m'intéresse pas. On a la même idée. Moi, c'est des sujets, ça m'intéresse pas, je m'en fous. C'est dans tous les cas, c'est pas que c'est anecdotique, c'est que si c'est le cas, ce sont des détraqués, on vient d'en parler. Ouais, la folie, c'est pas qu'ils sont. Ben oui. Ce qui m'intéresse, Amélie. D'accord, mais il y a beaucoup plus grave que ça. Oui, le certificat de naissance d'Obama. Parce que le certificat de naissance d'Obama, s'il est réellement pas né aux États-Unis, il ne pouvait pas être président. C'est beaucoup plus important que de savoir si c'est Big Mike ou pas Big Mike. On s'en fout de ça. C'est beaucoup plus grave, parce que là, vous vous rendez compte, il aurait donné un faux certificat de naissance, il n'est pas né aux États-Unis, donc il ne pouvait pas être président. Il n'a pas été président une fois, mais 2 fois, il a fait 8 ans. Ça, c'est le vrai sujet. Big Mike ou pas. Toute l'affaire Didi, c'est la même chose? C'est la même chose que Epstein? Est-ce qu'il y a des gros noms là-dedans? J'avais lu toute une histoire sur Didi par rapport au show business, que c'était un agent aussi israélien qu'ils ont mis en avant dans le milieu du show business pour récupérer toute la partie du rap, etc. Et vrai ou pas vrai, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas de nom et qu'on n'obtient rien, on comprendra que c'était le même type de personnage qu'Epstein et que protection des agents. Donc, ils te donneront des noms caviardés, etc. On va le savoir, ça c'est le temps qui va nous le donner, on verra ce que va déclassifier. C'est toujours la même chose, la déclassification des documents, il faut savoir quel est le dossier et de quelle dimension il est et de quelle importance il a. Et ensuite, qu'est-ce qu'on te montre réellement et qu'est-ce que tu apprends? Parce que dévoiler tout dans ce cas-là, ça pourrait faire complètement effondrer le monde hollywoodien, le monde de la musique. C'est sûr. Comme dévoiler les clients de Epstein, ça fait s'effondrer le système en entier. Il est probable que dans l'entourage, dans les noms autour d'Epstein, il y a des gens qui sont proches de près ou de loin du président américain. Donc tu penses que le président va faire tomber ses propres amis? Ouais. Déjà que je vous expliquais qu'il protège ses adversaires, parce que ce n'est même pas des ennemis, j'entends souvent c'est des ennemis. Non, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Alors imaginez si c'est des amis dans la vie qui sont impliqués dans les réseaux d'Epstein ou de Didi, vous pensez qu'ils vont le faire plonger? Et puis jamais. Mais on s'organise de déclassifier ou de montrer certaines choses pour faire tomber ce qu'on appelle les lampistes. Et puis Trump, on l'aime beaucoup, mais il n'est pas blanc comme neige non plus, donc lui non plus, peut-être pas faire dévoiler du dirt sur lui, donc c'est possible qu'ils se protègent tous mutuellement aussi. Il est évident, et de source sûre, je peux vous dire, j'ai assez baigné dans le milieu politique en Europe. J'avais un oncle qui était très haut placé politiquement, etc., qui travaillait avec Chirac. Je mangeais jeune avec des gens comme Sarkozy, Jospin, etc., des gens puissants. Quand vous les voyez dans des dîners privés, vous comprenez toute la magouille et que tous ces gens-là se tiennent, sont ensemble, mangent ensemble, sont dans la même gamelle. À la télévision, on se déchire, on s'insulte, on se traite de tous les noms. Mais une fois que les lumières et les caméras sont éteintes, on se met bras dessus, bras dessous, on va au restaurant ensemble, on va en vacances ensemble. C'est du showbiz. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. C'est comme, moi, ça me fait beaucoup penser à justement les sportifs professionnels, durant le match, ils s'affrontent, puis c'est des ennemis. Puis là, après le match, les gens... adversaires. C'est ça, des adversaires, voilà. Après le match, eux poursuivent leur vie comme si de rien n'était. Et c'est terminé. Mais nous, on continue d'analyser le match. Puis là, on fait comme... Oui, mais ça, alors moi là ça me... cinglé comme moi, ça, je suis cinglé comme... Mais tu sais, le joueur de soccer, là, de football, lui, il poursuit sa vie. Là. Mais ils s'en foutent. Mais j'ai plein de copains. Les autres, ils analysent tout. Mais c'est même pas qu'on analyse. C'est même pas qu'on analyse. C'est même pas qu'on analyse. C'est que, tu sais, moi, je suis supporter d'une équipe en Europe depuis que j'ai 12 ans. Ça fait des années. On se charrie parce que ça, entre supporters, ça nous amuse. Là où ça devient de la débilité, c'est quand les gens se bagarrent, se tapent dessus. Là, ça devient fou. Mais là, nous, on aime se chauffer. Mais les joueurs eux-mêmes... que nous, on analyse la politique, puis on analyse toute cette affaire-là, alors que les politiciens, ils doivent rire. Mais bien sûr il y en a un bon mime, là, tous les politiciens qui sont crampés de bien rire. sûr, évidemment qu'ils sont morts de rire. Et rire des petits moutons. Évidemment. L'objectif, c'est la quête du pouvoir. Ça, c'est clair que tu as des gens qui sont programmés pour aller chercher le pouvoir, c'est la quête du pouvoir. Mais le reste du temps, c'est... Ben, ils sont souvent nommés, comme Obama a été nommé. Là, on en a un bel exemple. Mark Carney, c'est clair qu'il a été nommé pour être là. C'est l'élu. C'est l'élu. C'est l'élu. Bah, comme en France, le Marine Le Pen, qui était soi-disant d'extrême droite, qui aujourd'hui,
soi-disant d'extrême droite, qui aujourd'hui a un programme économique de centre-gauche et qui est adoubé par le système, qui a renoncé à tous ses principes pro-euro, pro-Ukraine, pro-OTAN, etc. Ouais. Alors, c'est le même timing que Poilievre. Je sais pas, le RN en France, le Rassemblement national en France, il s'est adoubé au système. Il vaut plus rien. Je veux dire, Marine Le Pen, d'ailleurs, ça va, si tu vas aller dans des théories, tu te dis qu'en 2027, elle prendrait la présidence parce qu'elle a été adoubée par le système et ça sera la même merde que Macron. As-tu entendu le serment au roi de Carney? Non. Tu n'as pas entendu? Non. Il dit, dans une partie du serment, il dit « Je promets de garder le secret de ce qui se passe. » Il dit le mot « secret ». Ouais. C'est peut-être un franc-maçon. Au conseil privé. Lui, ça se pourrait que ça soit un franc-maçon. Lui c'est fort, fort probable. Mm-hmm. Mais c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Bien sûr! Mais je pense pas que ça a aucun rapport. Moi aussi, je pense que ça n'a aucun rapport. Moi, je trouve qu'il y a un mythe autour de tout ça. Je promets de garder le secret. C'est des Moi, je affaires sais de ce qui se franc-maçon. passe dans les... C'est quoi le but dans les francs-maçons? J'y étais à l'intérieur. Puis c'est une poursuite spirituelle. Non, on va pas parler des francs-maçons encore, là. Non, on n'en parlera pas. C'est C'est sûr qu'en France... un petit clin d'œil drôle. En France, ça a été très politisé. Mais c'est seulement quelque chose de très français, ça. Mais les politiciens français, beaucoup sont dans les loges maçonniques. Probablement ici aussi. Mais ça a plus un rôle, les loges maçonniques ont plus un rôle d'influence, de lobby ou d'influence sur certaines décisions politiques. Ouais. Ça s'arrête là. Ça, en France. En France, ouais. Mais je reviens à... oui, Carney, je voulais dire, tu parlais de ça. On est d'accord que c'est vrai que c'était le conseiller financier de Trudeau au niveau des finances. Oui. Bah, c'est clair comme c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'en gros, ils enlèvent la marionnette 1, ils mettent la marionnette 2, et c'est la marionnette 1 qui vous a ruiné, enfin qui nous a ruiné. C'est lui qui a donné les conseils à Trudeau. Sauter une étape. Je le vois un peu autrement. Tu as le marionnettiste. Le marionnettiste, c'est ça. Qui qui dirigeait la marionnette. En gros, c'est le rôle de l'agent. C'est-à-dire que Trudeau était là, le marionnettiste était Carney, on a remplacé l'agent, a pris la place de l'artiste. Là, il s'est dit, je suis tanné de faire le marionnettiste, je vais y aller moi-même. Il fait jamais des affaires comme du monde. C'est ça, c'est tout croche. Je vais y aller moi-même. Mais c'est un bon Et il a été adoubé par Donald Trump, quand même, hier. Ouais. Il a été adoubé hier. Ça doit faire exploser la tête des complotistes. Mais on va t'expliquer que, évidemment, quand Trump parle, c'est la main droite et qu'en dessous, c'est la main gauche et qu'il a trollé un peu la même chose quand Poutine avait dit « je soutiens Kamala Harris », c'est que tout le monde avait dit c'est du trollage. Ouais. Donc, beaucoup disent ça. Ouais, c'est là, vous pensez que Trump, il troll? C'est possible. Beaucoup disent c'est pour aider Poilievre. Ouais. Stéphane, seul l'avenir nous le dira. C'est comme pour les arrestations. D'ailleurs, je n'avais pas fini avec ça, c'est parce qu'on parle de beaucoup de sujets, mais je vais revenir sur les arrestations. Maintenant, on va voir les théoriciens des arrestations. Je veux les entendre dans 4 ans. Parce que si dans 4 ans, ni Obama, ni Clinton, ni personne n'est arrêté, il va falloir que les gens qui nous disent... C'est sûr qu'Obama, Clinton ne sont jamais arrêtés. Stéphane, il y a des gens, un peu partout, qui disent qu'il va y avoir des arrestations. Dans 4 ans, s'il n'y a pas d'arrestation, il va falloir qu'ils viennent s'expliquer. Ouais. Parce que tu ne peux pas dire aux gens depuis 8 ans, ces gens-là vont se faire arrêter, ça fait partie du plan, c'est le plan, nanana, et qu'il ne se passe rien. Parce que c'est trop facile. Il va dire quoi? On va nous expliquer quoi? Que il n'a pas pu, c'était un agent russe. Il ne fallait pas que ça soit sous Trump. Il ne fallait pas que ce soit sous Trump, donc ça va se passer dans les 4 ans. Non. Dans 4 ans, s'il n'y a pas d'arrestation, il faut que les gens qui nous ont dit qu'on allait avoir des arrestations viennent nous expliquer et dire « je me suis trompé ». Ouais. Ça peut arriver. Moi, j'avais dit chez Samuel... C'est pas grave de se tromper. Moi, j'avais dit chez Samuel, c'est sur le net, j'ai dit, la veille des élections, j'ai dit Trump sera élu entre 290 et 325. J'ai dit, si je me suis trompé, je viendrai me flageller. 315. Il a fini à 312, j'ai pas eu besoin de me flageller. Et même André Berkoff, la veille de l'élection, m'a dit, tu maintiens tes chiffres? J'ai dit, oui, je pense que même ça peut être un peu plus que ça. Parce que je savais... Tous les complotistes et les gens disaient, il ne gagnera pas parce qu'ils vont tricher, il va y avoir la fraude. Mais non, il n'y aura pas de fraude. Vous ne comprenez pas. En 2020, il y avait la Covid. Ils ont pu tricher. Ouais. Là, ils n'avaient aucun moyen de tricher. Il y a eu des triches à la marge. D'ailleurs... Il y a eu de la triche quand même, probablement. Il y en a eu. Ce qui est assez rigolo, c'est que les 7 États que Kamala Harris a gagnés, Elon Musk l'a soulevé en disant que c'est les seuls États où tu pouvais voter sans pièce d'identité. On n'en tirera pas de conclusion, mais quand même, la coïncidence est paradoxale. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en 2020, quand il y a eu la fameuse fraude électorale de Trump, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait eu le recompte en Arizona dans le comté de Maricopa. Ils ont recompté 3 fois.
tout le monde disait, ouais, vous allez voir, ça va bousculer, ça va changer le score. Vous savez pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait autant de triches du côté républicain que du côté démocrate. Donc, il était évident que sur l'élection de 2024, tu enlevais le paramètre de la fraude électorale qui faisait qu'il n'y aurait pas, donc il ne pouvait pas Trump aller gagner, la dynamique dans laquelle il était, et surtout la raison pour laquelle les Américains ont voté, parce que je me tue à l'expliquer. J'ai vécu moi-même aux États-Unis sous les 3 administrations. Les Américains ne votent que par rapport à l'économie. C'est ça qu'ils regardent. Ils ne regardent pas autre chose. Eux, ils regardent combien leur coûte l'hypothèque de la maison, combien coûte le gaz, et combien coûte ce qu'on appelle, entre guillemets, le poulet à 5 $, c'est-à-dire le prix de l'alimentation. Les œufs, oui, c'est ça, c'est l'expression, le poulet, nous on appelle ça le poulet à 5 $. Sous l'administration Biden, ça a tellement explosé en termes de prix que c'était évident que Donald Trump fera un raz-de-marée. Les gens n'ont pas oublié que pendant 4 ans, au bout des 4 ans de Donald Trump, il vivait beaucoup mieux. Il y a eu des sondages pour ça. 56% des Américains disaient qu'ils vivaient mieux après 4 ans de Trump que 8 ans d'Obama. Les gens ont vu que pendant 8 ans d'Obama, il y avait des guerres partout. Pendant les 4 ans de Donald Trump, il a retiré les troupes d'absolument partout. Alors oui, j'ai lu, j'entends qu'il y a des gens qui disent c'est pas vrai, Trump a déclenché des tirs militaires, etc. C'est vrai, comme il l'a fait hier ou avant-hier sur les Houthis. Mais il n'a pas déclenché de guerre comme l'a fait l'administration Biden, que ce soit en Israël, en Ukraine, etc. C'est pour ça que les gens ont voté Trump. Donc c'était très facile de comprendre que ce serait un raz-de-marée. Mais les médias, par leur idéologie gauchiste, parce que les médias sont tenus par la gauche depuis la nuit des temps, te faisaient croire que Kamala Harris allait gagner les sondages, etc. Et ces mêmes sondeurs aujourd'hui osent encore venir t'amener des sondages pour te faire croire qu'il n'y a que 10% des Canadiens qui seraient pour un rapprochement avec les États-Unis, que les gens sont anti-Trump, etc. C'est les mêmes. En fait, tous ceux qui se sont trompés, qui ont raconté n'importe quoi, continuent tranquillement, comme si de rien n'était, à vous faire de l'ingénierie sociale en vous racontant n'importe quoi avec des sondages biaisés. C'est extraordinaire. Ouais. Mais la fraude électorale de 2020... Si fraude il y a eu, mais Trump dit qu'il y en a eu une. Puis il va ouvrir des enquêtes, là. C'est ça, je me dis, vas-tu faire quelque chose pour ça? C'est ce qu'il a dit, on verra. En campagne, il a dit qu'ils allaient aller faire une enquête et arrêter les responsables. On va voir. J'ai hâte de voir des gens qui se font... des méchants qui se font arrêter. Mais la fraude électorale, elle est quand même plus ou moins avérée parce que quand tu sais que... Vous avez vu qu'ils ont sorti les chiffres du nombre de voix que font les démocrates depuis les dernières élections. Et vous apercevez que les démocrates font en moyenne 60-65 millions. Et en 2020, ils en ont fait 80 et quelques millions. Il y a un truc, il y a quand même juste là, les 15 millions de voix, déjà là, il y a quand même quelque chose de bizarre. Et en 2024, ça revient sur les mêmes chiffres que les élections précédentes. Or, il devrait en 2024 y avoir plus de votes, puisqu'il y a forcément plus d'Américains qui votent, et les jeunes qui ne pouvaient pas voter 4 ans plus tôt, et les voix sont redescendues. Biden était très, très populaire. Mais Biden, effectivement, en 2020, était très populaire. Tu es allé à Mar-a-Lago? Oui. Comment, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as atterri là? Ouais, comment t'as fait pour arriver là? Ça, c'est dans le cadre de mon métier, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait un événement qui était organisé par les Patriotes là-bas, par la sœur du général Flynn, qui s'appelle America's Future. Et donc, j'ai vu qu'il y avait toute une liste d'invités intéressante pour moi dans les contacts à avoir. Donc, je me suis organisé pour me rendre sur place. Bon, évidemment, ça coûte de l'argent. On n'y va pas gratuitement. Ça coûte assez cher. N'importe qui peut y aller. Ouais, tu peux, mais ça coûte cher quand même. Okay. Donc, je me suis organisé pour faire... Attends, n'importe quel ticlin peut aller là? C'est ce que n'importe quel ticlin, oui. N'importe qui peut y aller. Tu t'inscris, tu sortes l'argent. Mais il n'y a pas pour un petit clin d'y aller, il n'y a pas un vrai intérêt, à part si tu es groupie et que tu es full cash. Moi, j'y vais dans le cadre d'un travail, c'est-à-dire que quand full cash, toi, Olivier? Non, moi, je me suis fait financer pour y aller. Ah bon? Mais intéressant. Bah oui. Okay. Mais c'est dans le cadre de mon travail. C'est parce que j'allais, moi, là-bas, pas pour manger du caviar, je m'en foutais complètement. D'ailleurs, quand j'étais sur place, j'ai même pas ni mangé le plat principal ni le dessert. J'ai passé ma soirée à courir après tous les gens dont j'avais besoin d'avoir le contact. Parce que là, tu es dans un cadre de soirée, donc tu peux discuter avec les gens, prendre les contacts, les numéros de téléphone, etc. Mais il faut que tu te la joues cool quand même pour avoir l'air d'une groupie. Non, mais oui, si tu arrives et que tu dis je veux te faire un selfie, c'est sûr que tu passes un peu pour un... Ouais. Bon, à qui t'as jasé? Ouais. J'ai vu pas mal de monde. J'ai vu Mike Tyson en termes de showbiz. J'ai parlé avec le général Flynn un très long moment. On a passé presque une bonne quarantaine de minutes avec lui en privé à discuter. Minutes, ouais, au moins 40 minutes. Je vais le faire venir là, à Montréal avant la fin de l'année pour une conférence. J'ai vu Kerry Lake. Ça, j'étais content. Ah oui. J'adore Kerry Lake. Extraordinaire. C'est l'ancienne gouverneure
de l'Arizona. Oui, puis là, elle a pris les commandes de Voice of America. Voice of America, elle est extraordinaire. Ouais. Kerry, elle est extraordinaire. Il y avait Ted Nugent, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait j'ai même plus une fois, j'en ai une liste. Il y a des gens dont les noms, ça parlera à personne, mais par exemple, on était assis à la table avec la femme de l'ex-président du Nicaragua qui est en prison. Il s'est fait arrêter pour corruption, il est en prison, donc elle vit en Floride, elle va le voir régulièrement. Il y en a des arrestations, juste pas... Au Nicaragua. Et c'était sa femme, et elle, par exemple, c'est des contacts extrêmement intéressants parce qu'elle est proche de Milei, elle est proche du président argentin, elle est proche de tout le monde. Donc tu vois, en gros, quand tu fais ce genre d'événement, pour moi, pour mon travail, c'est pour tisser une toile d'araignée énorme, un réseau énorme, parce qu'après, ça permet, si tu veux, d'organiser dans mon métier des entrevues. On va y venir pour expliquer ce que je fais. C'est-à-dire que là, j'ai demandé pour André Berkoff une entrevue au président Trump. J'ai demandé une entrevue à Elon Musk. Là, est-ce que tu pourrais nous arranger une entrevue avec Elon Musk? Elon, s'il te plaît, c'est le fun. Je pense pas que tu auras Elon Musk ici. Non? Je ne crois pas vraiment que tu l'auras. Mais ça m'étonne. Mais non, c'est pas si simple que ça. Je ne croyais pas que c'est si simple que ça. C'est beaucoup de travail, mais bon, en tout cas... Puis en plus, tu peux pas les acheter. Il n'y en a rien à cirer. Il ne leur proposera pas de l'argent. Et puis, c'est pas ça. C'est l'intérêt, la visibilité. Enfin, il y a énormément de... Ils prennent énormément de... Pourquoi Elon Musk a besoin d'aucune visibilité? Donc, comment tu le convaincs d'aller à Cube Radio? Ça dépend. Sud Radio, pardon. Non, ce ne sera pas forcément avec Sud, mais quand tu demandes ce type d'entrevue, c'est que ça s'adresse à un certain type d'audience. Donc, eux, les conseillers qu'ils ont autour d'eux regardent si ça a un intérêt pour eux à ce moment-là, si c'est intéressant ou pas. Mais on va prendre l'exemple de Donald Trump sur son élection. N'oubliez pas que Donald Trump a mis un énorme coup aux médias traditionnels. Il n'a fait que 3 entrevues dans les médias traditionnels, le débat avec Biden, le débat avec Kamala, une entrevue à Fox, je crois, et une à CNN. Donc 4. Je crois qu'il a fait que 4 médias mainstream. Et il a fait tous les youtubeurs et podcasteurs des États-Unis, dont des podcasteurs qui n'avaient pas une audience. On ne parle pas de Joe Rogan, on ne parle pas d'Elon Musk, mais il a fait des petits jeunes. Il a été chercher des petits jeunes grâce à Barron, son fils, parce que c'est son fils qui lui a monté toute cette opération. Donc tu vois que ces gens-là peuvent parler à des médias plus petits parce que ça a un intérêt à ce moment-là. C'est pour ça que quand tu demandes par exemple une entrevue à Musk pour un André Berkoff, je peux ne pas avoir de réponse aujourd'hui, mais il y a un moment donné, il peut se passer un truc en Europe et ils vont dire « Ah, on a un truc » et ils te contactent et te disent « On est prêt à donner une entrevue ». Je vais te donner un exemple très concret. Je fais faire à André Berkoff ce vendredi, une entrevue pour Toksin avec Piotr Tolstoï, qui est le vice-président de la Douma, qui est quand même connu. Il a fait beaucoup d'entrevues en France, puis il parle très bien français. Ils ont accepté l'entrevue parce qu'en ce moment, avec ce qui se passe, avec les pourparlers de paix, etc., ça permet de donner la version russe aux Français. Et j'attends la réponse de Sergueï Lavrov. Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe. C'est le numéro 2 du régime. Je sais qu'il va accepter. Parce qu'on échange des emails, etc. On sait qu'il va accepter. Là, pour l'instant, ça a été décalé parce que y a les négociations, donc tu te doutes bien qu'ils ont autre chose à faire que donner des entrevues. Mais au moment où ça va être... Il en a fait une la semaine passée, une longue. Pour RT. Il l'a fait pour RT. Non, il l'a fait pour Mario Nafal, qui est un blogueur. Exact. Mais pour la France, la France étant considérée en plus comme un pays ennemi avec les déclarations folles de Macron qui veut aller en va-t-en-guerre, au moment où Lavrov et l'équipe de Lavrov vont estimer qu'il est de parler aux Français, ils vont accepter l'entrevue. André Berkoff, on va se déplacer à Moscou, on va les rencontrer. Et en plus, c'est des entrevues qui durent, c'est des entrevues de 2 heures. C'est sur Toksin, c'est dans le cadre de ces grandes entrevues du dimanche. Et là, ça s'adresse il va se faire traiter d'agent russe. Oui, on est traité d'extrême droite, d'agent russe, de raciste, tout ce que tu veux. Mais c'est intéressant pour eux quand même, ce genre d'entrevues qui peuvent parler longtemps. C'est ça, justement. Mais c'est ce concept. Si tu veux, ce qu'ils veulent pas, c'est des entrevues courtes, où tu peux couper, tu peux monter, etc. Là, l'intérêt c'est ça, l'intérêt des entrevues que fait André, c'est des entrevues d'1 heure, on appelle ça les grandes entrevues d'André Berkoff, et ils ont le temps de développer. Ça dure, c'est entre 1 heure jusqu'à même 2 heures pour des personnalités comme ça, et là, ils ont le temps de développer. Mais se faire traiter d'agent russe et tout ça... Comment c'est, Marianne Argaud, comment tu arrives là? La sécurité, ça doit être absolument... C'est draconien. Je peux te dire que celui qui atteint Donald Trump, il est fort. Parce qu'en plus, il était là. Moi, quand j'y étais, il était là. Il était dans la maison. Tu l'as vu? Bien sûr. Il y a combien de en fait, déjà, quand tu vas... Bon, donc tu t'inscris sur Internet.
Bon, le Secret Service fait un premier filtrage, vérifie ton identité, qui tu es, etc. Toi, c'est pas évident, t'as pas de nom de famille. Si, moi j'étais déjà enregistré parce que j'avais été au meeting de Donald Trump à Las Vegas, donc j'étais déjà enregistré dans leur base de données. Je suis enregistré dedans puisque quand tu vas dans les meetings, un rallye, tu veux dire. Ouais, un rallye, j'avais fait un rallye à Vegas. Donc j'étais enregistré. Donc ensuite, ils te donnent rendez-vous. Tu vas pas à Mar-a-Lago directement, tu vas sur un parking d'hôtel à West Palm Beach, parce que Mar-a-Lago est à West Palm Beach. Tu vas sur un parking d'hôtel, tu te gares. Là, il y a des navettes. Tu montes dans la navette. La navette t'emmène. Est-ce qu'il te fouille Non, tu montes dans la. Non, ça c'est pas fouillé, mais c'est à la fin ça. Ah. Non, c'est un processus de sécurité qui est très long. Tu pars de l'hôtel. En fait, Mar-a-Lago, il faut comprendre que c'est à West Palm Beach et tu passes 2 marinas. Il y a 2 ponts. Donc, tu es de l'autre côté des ponts. Donc, déjà, tu montes dans la navette part. Avant de passer le premier pont, il y a un premier contrôle, il y a un poste de police. La navette est arrêtée. Il y a un agent du Secret Service qui monte à l'intérieur, qui scanne les gens dedans. Ce sont des petites navettes, on est une quinzaine, vingtaine dedans. Tu as un maître chien qui fait le tour de la navette pour voir s'il y a des explosifs. Une fois que c'est fait, tu passes le premier pont, deuxième pont. Tu arrives ensuite à l'entrée de la villa par le côté. Et là, c'est un truc énorme. Tu as des barrières de sécurité partout, des agents armés. Enfin, c'est la totale. Là, la navette s'arrête. Là, l'agent du Secret Service monte à l'intérieur. Tu dois présenter ton code QR ou ton invitation. Ils scannent pour vérifier que c'est bien ton identité, etc. Ils font l'inspection de la navette. Là, il y a un maître chien, pareil, encore une fois, qui refait le tour de la navette une deuxième fois. Une fois que tout ça est fait, ça prend quand même une bonne vingtaine de minutes. Tu peux avancer, tu passes les premières barrières. Et là, tu as un deuxième contrôle, tu as un autre contrôle. Et là, ça, c'est le truc le plus incroyable, c'est que tu t'arrêtes encore une fois. De nouveau, un maître chien fait le tour du bus et ils ouvrent le capot moteur pour vérifier carrément. Ils inspectent le capot moteur pour voir s'il n'y a pas un engin explosif qui a été caché à l'intérieur. Une fois que ça s'est fait, c'est encore une dizaine de minutes. Il y a une voiture de police en travers. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a la maison est là, si vous voulez. Il y a la route et tu as la route qui est devant. Il y a une voiture de police en travers. Donc, tu peux même pas, la navette ne peut pas forcer. C'est là, une fois qu'il fait signe que tout est bon, la voiture de police recule, la navette rentre. Là, tu rentres dans la propriété. Quand tu arrives à l'endroit où il y a la réception, tu as un agent du Secret Service qui monte à l'intérieur du bus, qui te donne des instructions, qui t'explique. Te dit tu dois aller là, faire ça, ça, ça. Donc tu suis un process et ensuite quand tu arrives dans le jardin, là où il y a la réception, parce qu'au départ ça se passe au bord de la piscine, là tu as un portique de sécurité. Là tu t'enregistres, tu récupères ton badge, il vérifie ton nom, bref, il te donne tous les trucs. Et ensuite tu as 3 agents qui sont à cet endroit-là qui te demandent de vider les poches et tu passes dans un portique pour vérifier que tu es rien. Comme à l'aéroport, prendre tes affaires. Mais c'est très sympa. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils sont hyper sympas. Franchement, c'est vraiment... Mais si tu veux t'infiltrer, bonne chance. Aucune chance. Aucune chance. Il n'y a aucun moyen. C'est totalement impossible. Ensuite, tu me demandais si on a vu Donald Trump. Oui, on l'a vu. Il était ce jour-là, quand il y a eu l'événement. Lui, il était en haut en train de travailler parce qu'il gère la Maison-Blanche, enfin les États-Unis depuis Mar-a-Lago et depuis la Floride, depuis les 2 endroits. Et il donnait, au même moment où nous on arrivait, il donnait une conférence de presse sur la Russie à l'étage. Et genre une demi-heure, 3 quarts d'heure après qu'on était là, il est descendu. Et d'ailleurs, quand il descend et qu'il vient au micro, il fait un petit speech pour tout le monde, etc. Tu as encore du Secret Service à l'intérieur qui le protège. Tu ne peux pas l'approcher. Il est au plus près, tu es à 4 mètres à peu près. Non, il y a un service de sécurité. Mais tu l'as vu quand même assez proche. Ah oui, il était à 4 mètres. Mais je l'ai vu plus près encore quand j'étais au rallye. Au rallye, il est passé juste, je l'avais à 1 mètre. Parlons de l'Europe un peu. Ouais. Toi, tu aurais demeuré longtemps en France? Ouais, jusqu'en 2008. Ouais. Est-ce que, puis tu as vécu longtemps au Canada, il y a eu un sondage la semaine dernière qui disait que presque 50% des Canadiens accepteraient une union économique avec l'Europe. Est-ce que tu penses que le Canada est plus près de l'Europe ou plus près des États-Unis? Moi, je pense que je préfère un m'allier aux États-Unis qu'à l'Europe. D'ailleurs, il y a je ne sais pas si vous avez vu ça, Trump parle en permanence du 51e État. Et j'ai lu un truc très intéressant. Il disait qu'en réalité, tout ça, c'est pour déplacer la fenêtre d'Overton. C'est tellement improbable qu'en fait, c'est inacceptable et que petit à petit, la fenêtre se déplace. Et l'idée qui serait derrière ça serait... J'en ai parlé d'ailleurs à Stéphane Bureau ce matin. J'ai appelé Stéphane et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais ça serait l'idée derrière le projet du 51e État. Ce serait d'abolir la frontière canado-américaine. Ouais. Ils aboliraient la frontière, un libre-échange total, on changerait de monnaie. C'est exactement ce que j'ai dit. La semaine passée, on a fait une émission complète là-dessus. Puis, c'est ce que je dis depuis le début.
Monnaie, il remplacerait le dollar canadien par le dollar américain. Protection parapluie militaire au-dessus du Canada. On reste canadien, on reste américain et ce serait une espèce de zone économique comme l'Europe, on a fait, avec chacun nos identités. Est-ce que notre argent se transformerait en US? Et en US, oui. On va devenir riche? C'est ce qui serait un boom énorme pour le Canada. C'est l'idée qui aurait derrière ce fait que Trump continue indéfiniment à parler du 51e État. Mais l'annexion pure et dure, je dis à tout le monde, ça n'arrivera jamais. Déjà pour une raison économique que Stéphane Blais développe très bien, c'est que les Américains sont 4,5 fois plus endettés que les Canadiens. Donc c'est juste économiquement pas viable. Penser à ça, ce n'est pas viable. Donc ça n'arrivera pas. Mais l'idée de faire une union à l'européenne, oui, ça serait une bonne idée. C'est ma théorie depuis le début. Ah, toi aussi, tu vois, je ne le savais pas. C'est ce que j'ai lu. Moi. Et en fait, que Mark Carney arrive pour pousser cette idée-là et que les gens l'acceptent parce qu'avec Poilievre, les gens seraient peut-être... Mark Carney, c'est un technocrate. Hein? Donc, lui, il va être capable... Il a déjà présidé à plusieurs crises, celle de 2008 au Canada. Puis, il a présidé aussi au Brexit. Une crise qui est un changement majeur dans un pays. Donc, est-ce que lui va être l'architecte de cette nouvelle union-là? Est-ce qu'il a été mis là pour ça? Parce qu'il y a des qualifications pour le faire. C'est un technocrate qui connaît très, très bien toutes les ficelles en arrière, puis il connaît très bien le roi d'Angleterre. Il connaît très bien Jeffrey Epstein aussi. Sûrement. Oui. Sûrement. Puis il connaît... Ça a été avéré. Très chumé avec Trudeau, je pense. Pas juste parce que c'était son marionnettisme, mais je crois qu'il y a rapport dans sa famille, en tout cas. Mais question... ce qui explique tout, c'est que Trump l'endosse. Oui, mais est-ce qu'il l'endosse réellement ou est-ce qu'il le troll? Soyons mais prudents. C'est peut-être l'idée, justement, de nous amener à accepter cette union-là. Stéphane Bureau, ce matin, me disait, sans trahir ses conversations privées, me disait que on en parle depuis très longtemps de cette union et Donald Trump pousserait à ça et par la fenêtre d'Overton provoquerait en disant que c'est inacceptable. C'est ce que je disais avant, puis tu disais que j'étais en délire. C'est ce que je disais avant l'émission. Tu disais quoi? Que Trump, dans le fond, il a été mis là pour pousser un petit peu cette idée-là parce que ça n'aurait pas passé avec il a été mis là, il n'a pas été mis là, il a été élu. Il est là, son rôle, c'est un petit peu de pousser cette idée alors que ça n'aurait pas passé avec ça reste théorique, hein, Amélie. Moi je n'ai pas dit que c'est... Mais l'idée... Il m'a posé la question si je pense qu'il vaut mieux un rapprochement Canada-Europe ou Canada-États-Unis. Moi, je te dis, je préfère un rapprochement Canada-États-Unis qu'un rapprochement Canada-Europe. L'Europe est ruinée. On est déjà... Tu sais, que moi aussi, j'ai beaucoup été aux États-Unis. Puis la différence là, entre le Canada et les États-Unis, elle n'est pas grande. Je vais te répondre. On est américain. Je vais te répondre là-dessus. J'ai vécu à Calgary. Quand j'ai quitté l'ouest des États-Unis pour monter à Calgary, si je passe pas un poste de douane, je suis dans le même pays. Hein. Quand tu habites en Alberta, c'est les mêmes magasins, c'est la même culture, c'est la même mentalité, c'est des Américains. D'ailleurs, je dis qu'il y a un plus grand... Et quand je venais faire mes conférences avec Samuel, je prenais l'avion de Calgary, j'arrivais à Montréal, je disais c'est même incroyable que je passe pas un poste de douane à Montréal parce que le Québec et l'Alberta, c'est deux pays. C'est deux cultures, deux pays, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a aucune similitude. Il devrait même pas y avoir de frontière entre Calgary et les États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, effectivement, culturellement, ce serait beau. Pour cette union-là, pour pouvoir faire cette union-là, il va falloir qu'on coupe les liens avec l'Angleterre. Et que le Canada devienne un vrai pays indépendant, parce que là, il n'est pas indépendant. Est-ce que tu crois que c'est possible? Ça donne bien. On a mis... ils vont mettre Mark Carney là, qui est body avec le roi. Il connaît très bien le roi, il connaît très bien tous les grands fonctionnaires. Il a été gouverneur de la Banque centrale américaine. Donc, c'était lui le top du top là, en Angleterre pendant plusieurs années. Là. 2013 à 2020, 7 ans, je pense qu'il était en Angleterre. Sa liste de contacts est énorme. Là. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas mis ce gars-là aussi pour négocier une séparation, une nouvelle constitution canadienne sans tout est possible, la monarchie? Tout est possible. Mais c'est vrai que l'idée est là.
Moi, ce que je dis, c'est que l'annexion n'aura pas lieu. Ça, par contre, Non, ça, c'est certain. c'est certain. Il n'y aura jamais d'annexion. Ça, c'est certain. C'est impossible. Bah, d'abord, c'est impossible. Et puis, c'est pas ça. C'est que Stéphane Blais avait fait une très bonne vidéo là-dessus pour l'expliquer qu'économiquement, ce n'est pas viable. Non. Donc, ceux qui croient à ça, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas viable économiquement. Mais c'est Pas juste probablement, ça. comme tu dis, tout simplement une idée tellement extrême extrême, que là, ouais. ben non, ça se peut peut pas. Mais là, ça va Culturellement, nous sembler même. tellement moins pire, l'Union. Culturellement, nous, au Canada, avec notre système de santé universel, les lois sur les armes à feu, des gens qui sont beaucoup plus à gauche qu'aux États-Unis, je suis pas sûr que les États-Unis voudraient d'avoir un nouveau Californie. Là. Non. Non. Non, je pense pas non plus. Mais après, tu parles dans le cadre d'une annexion. Ouais. Par contre, dans le cadre d'une collaboration à Tout le monde reste l'européenne, souverain. tout le monde reste souverain. Enfin, souverain. Oui et non, il faut bien définir les lois. Ouais. Parce qu'en Europe, si tu parlais de l'Europe, nous, c'est catastrophique. On a perdu notre souveraineté. Maintenant, c'est une folle comme Van der Leyen, qui est la commissaire européenne, qui prend des décisions pour nous. La fureur, comme a dit Lavrov. Je veux dire, c'est hallucinant, on a perdu toute souveraineté. Donc, et en plus, les Français l'avaient refusé, l'Europe. Il ne faut pas l'oublier qu'en 2005, quand on nous a fait voter pour l'adhésion à l'Europe, les Français ont dit non. Ouais. Et malgré que les Français ont dit non, ils y ont été pareils, ce qui a d'ailleurs cassé et brisé la confiance dans la politique. C'est ça, il y a des erreurs que le Canada et les États-Unis ne doivent pas faire, que l'Europe a fait. Que l'Europe a Parce fait. que là, ça brasse en Europe beaucoup. Ah, c'est sûr. J'ai parlé tantôt de la Roumanie. La Roumanie, là, Hey. c'est assez grave ce qui se passe. C'est plus que grave. Tu as vu ce qu'ils ont fait avec Georgescu, la fille Ouais, après, ouais. ils l'ont annulé. Bon, il y a le troisième, c'est bon, mais c'est quand même incroyable. Ouais. Alors, et puis, ils parlent qu'ils font ça sous le couvert de la démocratie. C'est absolument... L'antidémocratie. Mais démocratie, ben oui, fais-moi rigoler. Mais c'est sûr que plus de centralisation, c'est pas nécessairement toujours une bonne chose, mais à suivre. Bien sûr. Bah après, faudra voir si le projet va au bout, mais en tout cas, voilà l'idée qu'il y aurait derrière. On s'entend que c'est les États-Unis qui vont gérer la patente, qui vont avoir le gros. Non, ce qui m'intéresse, par contre, dans ce que tu dis, Stéphane, c'est que je connaissais pas aussi bien. Moi, j'ai une lacune, je suis canadien, mais je suis très honnête, j'ai une lacune énorme. La politique canadienne ne m'intéresse pas. Okay. Mais quand je dis elle m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Je me préoccupe des États-Unis, ce qui se passe. Tu parles de Mark Carney, qui était. Mark Carney, c'est un cas très spécial. C'est un technocrate là, extraordinaire. Il a été gouverneur de la Banque du Canada de 2008 à 2012, je crois. Oui, donc c'est un vrai techno, quoi. Oui. Puis ensuite, il est parti en Angleterre. C'est la première fois que ça arrivait que l'Angleterre prend quelqu'un, un étranger, pour diriger sa banque d'Angleterre. Parce que c'était le top du top. Mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il est capable d'administrer et de gérer le Canada? Je pense pas qu'il est là pour ça. Je pense pas il est là pour exécuter un plan? Il est là pour le temps d'avoir une nouvelle constitution, un nouveau système économique, dont l'Union économique, et se débarrasser de la monarchie. Ah, tu penses que c'est ça, sa mission? Je pense que c'est ces trois... Ben, on va le savoir assez vite. On va le savoir assez vite, là, parce que... On va le savoir assez vite, puis la seule façon que ça peut arriver, c'est qu'il y a une crise économique. Puis on le sait, on n'est pas très loin d'une crise majeure. On est déjà dedans. Oui, on est déjà dedans. Même le gouverneur gouverneur de la Banque du Canada, il ne sait plus où donner de la tête. Là. Il dit, tout ce qu'il dit, tu l'écoutes puis tu te dis, mon Dieu, c'est la catastrophe. Oui. Alors, une crise comme celle de 2008 pourrait être le déclencheur, d'un processus de ce processus-là, parce que... mais que la population le demande aussi, oui, ça soit la solution. Non, mais en 2008, les banques centrales ont pu renflouer les banques. Mais là, c'est tellement gros qu'ils ne pourraient pas renflouer les banques. Fait que, prends ton imagination, essaye de penser, là, du jour au lendemain, là, les banques ferment. Et ça, il faut régler ça en maximum une semaine. Mais pendant cette semaine-là, imagine le chaos que ça va. C'est l'apocalypse. Ouais. C'est comme en 2008, hein, tu te souviens? Bien sûr. En 2008, il y avait la course électorale qui était entre Obama et McCain. Les deux ont été obligés de suspendre leur campagne. C'était la catastrophe. Là. La campagne électorale américaine a été suspendue à cause de ça. Donc, c'est une crise extraordinaire. Puis, ils en ont profité pour
renflouer les banques puis sauver le Comme en système qui France. changerait de grands chocs comme au Canada aussi. En France aussi, Sarko, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Fait que, peut-être on arrive là, proche de ces grands événements-là. Puis Carney, Mais ça resterait que c'est les Américains qui tireraient les ficelles de tout ça quand même. c'est sûr, gars, Ouais. comme les Américains tirent les probablement. ficelles en Ukraine avec la Russie. Puis là, il y a un rapprochement économique. C'est énorme, tu sais que c'est assez colossal. C'est non, Ça mais fait c'est- exploser des cerveaux, ça, en Europe, ça. Ah bah oui, puis c'est surtout, moi j'ai comparé ça à 89, l'effondrement Oui. du mur de Berlin. Et comment il s'appelle, Christian Dufour, là, le chroniqueur, Christian me disait que pour lui, il pense que c'est même encore plus gros ce qu'on vit historiquement en ce moment que le mur de Berlin. Il me dit, c'est vrai que vous, les Européens, vous comparez ça au mur de Berlin, parce que ça nous touchait directement. Mais c'est vrai que ce rapprochement russo-américain est Je le énorme. compare plus à la chute de l'Union soviétique. Oui, la chute de l'Union soviétique, parce qu'en plus, derrière le rapprochement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais derrière le rapprochement russo-américain, il y a le rapprochement chinois-américain Oui, et indien. oui. C'est-à-dire que tu associes Amérique, Russie, Inde et Chine. Et ce qui mettrait... Et nous, Ça fait et que nous, là, et nous les t'appellerais- Français, avec Macron, on veut faire la guerre à la Russie. On est beau, non? là, ça Non, serait, avec le Canada! ça serait le BRICS. Le BRICS, ouais. Mais tu as vu d'ailleurs que ça aussi, c'est un problème parce que les BRICS, Trump doit défendre le dollar absolument. Le pétrodollar, c'est très important. Ouais. Tu as vu qu'ils mettent un peu de côté les BRICS, on en parle moins, etc. Depuis que les deux se parlent, les BRICS. Ouais. Parce que certains disaient, oui, Trump va intégrer les BRICS. Jamais. Trump Non. n'intégrera jamais les BRICS. Trump va défendre le dollar. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils sont obligés. Et tu vois d'ailleurs que de l'autre côté, ils ont commencé mais ils ont mis de côté, on en entend moins parler. Et puis là, dans les dernières informations qu'on a, la coopération russo-américaine pourrait reprendre assez rapidement. Les Américains, les lignes aériennes rouvriraient entre les États-Unis et Moscou, ce qui serait énorme. Ce qui est assez pour faire freaker von der Leyen. C'est sûr. Mais c'est pour Alors- ça que Macron, hier, a dit qu'il allait envoyer des kits de survie aux Français. Et des millions de kits de survie, Ouais, 6 c'est ça. bouteilles d'eau. Je te jure, un fascicule, Et puis, six bouteilles d'eau en en cas d'attaque faut nucléaire. barrer la porte, Ouais. genre, une connerie Non, mais tu de te même. rends compte le délire dans lequel on est en Europe? La Russie est devenue une menace immédiate. Là, Bien pour sûr, eux. ouais. Bah oui. Puis ils essayent de faire gober ça à la Mais il population. y a des gens qui le gobent, pas beaucoup, mais il y en a qui le gobent. Bien sûr qu'il y en a qui le croient. Mais tu vois sur les plateaux télé des gens qui disent oui, il faut se préparer, etc. etc. T'en as même qui pensaient que les chars russes allaient aller jusqu'à Paris. Quel est Quel délire. le sentiment des Français là-dessus? Des Européens en général? J'ai l'impression que les boomers, gobent, Ont peur. Ouais, ont comme peur. ici, c'est Et, ça. voilà, et les jeunes comprennent que c'est du foutage de gueule et qu'au final, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des problèmes avec l'Algérie. Parce qu'on fait l'effort à bras avec Poutine, mais on n'est pas capable de faire plier le gouvernement algérien pour renvoyer les OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire Ouais. français. Quand on les renvoie en Algérie, les Algériens nous les renvoient parce qu'ils ne leur donnent pas de laissez-passer consulaire. Mais et on n'est pas capable de tordre le bras aux Algériens, mais par contre, on veut aller faire les marioles avec les Russes. À un moment donné, il faut arrêter. Mais c'est pas juste les boomers qui ont cette peur-là. Il y a beaucoup de gens dans la résistance. Mais tu peux pas dire ce que je viens de dire, qui parce disent que ça t'es sent la pro-Poutine. Troisième Guerre mondiale, puis la guerre nucléaire et tout ça. là. C'est généralisé. Il y a la même pas, propagande il y a, est pas- de il y a deux tellement bords. même pas. C'est tellement grotesque, c'est tellement C'est vraiment ridicule, grotesque. c'est tellement ridicule. Ouais. Et en plus, te faire traiter de pro-Poutine, de pro-russe quand tu dis ce genre de choses, Ouais. c'est tellement stupide. C'est d'une bêtise. C'est comme c'est la même énormité que d'avoir traité Trump d'agent russe. Vous savez que le président américain qui a mis le plus de sanctions aux Russes, c'est Donald Trump. Ouais. Alors, pour un agent russe, ouais, c'est le président. Ah oui, il l'a même dit lui-même. Il a dit sous Obama, il a cédé la Crimée, sous Biden et l'Ukraine, et sous Trump, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Les plus grosses sanctions, c'est Donald Trump. D'ailleurs, Xavier Moreau le dit. Avant que Trump se fasse élire, Xavier disait toujours ne crois pas que les Russes sont enthousiastes à l'idée du retour de Donald Trump, parce que c'est Trump qui a le plus sanctionné la Russie. Donc, c'est vrai, qu'est-ce que Poutine disait qu'il souhaitait que c'était Kamala Harris? Non, parce que c'est du Non. trollage. Mais non, mais parce que probablement que moi j'ai toujours parlé de ça, de cet accord secret qu'avaient Trump et Poutine depuis longtemps, bien avant l'élection, puisque pendant la campagne, Trump disait tous les jours, à chaque fois, il disait si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu et j'arrêterais la guerre en 24 heures. Je sais, Amélie, tu dis en 24 heures, ça s'est pas fait en 24 heures. Mais oui, c'est une image. Quand il dit en 24 heures, ça veut dire c'est On une se met priorité, là-dessus. on Je sais se met pas, moi, je là-dessus. le prenais littéralement. Mais non, jamais. On sait très bien. Mais non, ça n'existe pas. Mais on savait que c'était une priorité. Et pour que Trump puisse dire ça, c'est parce qu'il avait un accord
avec Poutine. Tu peux pas dire ça tous les jours Non. si tu n'as pas parlé avec Poutine et que les deux s'étaient mis d'accord sur le fait qu'ils trouveraient une entente. D'autant plus que ce que dit Trump quand il dit qu'il n'y aurait pas eu de guerre avec la Russie, c'est vrai. Ce sont des faits. On aurait juste à faire appliquer les accords de Minsk dont les Français et les Allemands étaient responsables et il n'y aurait jamais eu de guerre. Poutine a tellement prévenu en disant mais l'Europe voulait la guerre. Mais bien sûr que l'Europe la voulait, on l'avait encore plus maintenant. Ouais. Tu vois bien les Anglais avec Steiner et Macron. Bon, Macron, complètement débile. Macron, c'est un imbécile. Il fait ça. Non, mais il fait ça. Je te le dis, c'est un imbécile. Il fait ça pour de la politique intérieure. C'est que pour ça. C'est parce qu'il y a tellement de problèmes en France que pendant ce temps-là, on occupe l'opinion avec ces conneries-là. Et on parlait, il y avait l'histoire de Brigitte aussi, donc ça occupe l'opinion. Mais on va rappeler les faits. Aujourd'hui, l'Europe unie n'a pas d'argent, n'a pas d'armée. Si tu envoies des soldats, tu peux en envoyer 40 000. Il y en a 1 million en face. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu peux agiter le bras, faire ce que tu veux. On est incapable de le faire. Il n'y a pas d'argent. D'ailleurs, l'Allemagne, je ne sais pas si tu as vu que l'Allemagne a refusé d'aller dans l'endettement pour les fameux 800 milliards de dollars, de 800 milliards d'euros qu'ils voulaient pour se réarmer. Les Allemands ont dit niet. Et si les Allemands ont dit niet, ça veut dire que la BCE, la Banque Centrale Européenne, dira non. Et donc Macron et son gouvernement... Pendant que Trump parle de couper les dépenses, il est en négociation avec la Chine et la Russie. Bien sûr. De couper les dépenses militaires de 50%. Oui. Avec l'Inde aussi. Et eux, en Europe, voudraient se réarmer. Ils parlent même de remettre en place le service militaire qui coûtait une fortune. On voit que c'est de la connerie. Mais bien sûr, c'est de la connerie. Dernier sujet, parce qu'on approche de la fin. Ça va vite. Oui, ça va vite. Il reste la section membres. Il reste la section membres. Ici, dans les médias, au Québec en particulier, les nouveaux médias n'ont pas de grippe sur le narratif. C'est encore tous les médias mainstream, TVA, Radio-Canada et compagnie. C'est eux autres qui mènent l'opinion. Est-ce que c'est la même chose en France? Bien sûr. Encore? Moi, j'arrête pas de le dire. Je dis aux gens qui me disent, oui, il y a un réveil. Je dis, il n'y a aucun réveil. En France, le journal télévisé de 20h de France 2, TF1 et M6, à E3, réunissent entre 13 et 15 millions de personnes. Donc, et ils ne parlent pas de tout ce qui se passe. Bien sûr que non. Ils ont toujours le Français qui écouterait l'émission aujourd'hui, là, il serait catastrophé d'apprendre. On est des complotistes, on est des pro-russes, on est d'extrême droite, on est des racistes, des homophobes. Aux États-Unis. Ah oui. Mais moi, j'aime bien qu'on mais selon ce qu'on j'aime me faire insulter. J'ai une légion. Moi, j'aimerais qu'ils m'amènent la Légion d'honneur, qui me donne une belle étoile avec tous les trucs extrême droite, fascistes. Non, nazis, mais selon ce qu'on a écouté aujourd'hui, ils seraient peut-être étonnés, sortir de leur zone de confort, mais ils ne pourraient pas dire qu'on est des débiles homophobes, racistes, pro-russes. Oui, mais c'est comme ça qu'on est perçu. Tandis qu'aux États-Unis, c'est très vibrant maintenant. Là. Les médias alternatifs. Moi, j'aime mieux les nouveaux médias que les médias alternatifs. Et en plus, il y a beaucoup de médias mainstream qui séparés. Regardez la puissance d'un Joe Rogan, même Del Bigtree, chez qui j'étais à Austin avec Raoult il y a 1 mois et demi. Quand tu vois le studio et tout, quand je suis arrivé là-bas avec Raoult, on regardait ça, c'est impressionnant. Il a une toute petite maison quand tu arrives, et quand tu sors de la maison, à droite, il y a un immense hangar comme une ferme, avec 4 studios de télé, une caméra, avec comment on appelle ça je cherche le nom. Avec le bras, là, une grue, avec les travelling, il a 3 studios, etc. Enfin, je veux dire, tu parles de qui? De Del Bigtree. Okay. Le podcast de iWire. Tucker Carlson aussi. Tucker Carlson, Elon avec X, etc. Je veux dire, tandis qu'ici, il n'y a rien, zéro. Ouais, je sais. À part, il y en a plusieurs, on est beaucoup, qui font qui essaient d'analyser ce qui se passe sur un œil différent. Mais on est bloqué par YouTube. On peut pas. Puis on n'a pas des millions de vues. Candace Owens, sa série sur Brigitte Macron, je pense que c'est 100 millions. Oui, mais bon, n'oubliez pas qu'on ne peut pas comparer les États-Unis et le Québec. On est quoi, 7-8 millions? Non, mais quand même. On est pris dans la francophonie, quand même. C'est ça. Mais quand même, on n'est pas beaucoup qui font ça. Puis on a tous des vues qui sont pas... on n'est pas suggéré. On n'est pas suggéré. Non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a 10 ans de retard avec les Américains. Ce que font les Américains aujourd'hui, ça va prendre une dizaine d'années. Donc en 2035, on va avoir... D'ici une dizaine d'années, les médias alternatifs auront pris un pouvoir très important. Peux-tu croire? Puis n'oubliez pas quand même, moi je vais conclure là-dessus, c'est que nous les Français, on donne des leçons de démocratie, de liberté d'expression à tout le monde. On a juste fermé 2 chaînes
de télé Ouais. en France. Là, En il y a plus. 2 semaines, on a mis 500 personnes sur la paille, dont la chaîne numéro 1 de la TNT. Bon, c'est un système de diffusion, mais c'est quand même la chaîne numéro 1. Donc, n'importe quel pays d'Europe ou pays à la noix aurait fait ça, on les aurait traités de tous les noms. Mais c'est sous Emmanuel Macron et en France Pourquoi? qu'on a fermé 2 Pourquoi chaînes. ils les ont fermés? Bah parce que ça plaisait pas, parce que le discours ambiant ne plaît pas au régime, tout simplement. Non, mais la raison officielle. Ce débordement, est-ce qu'ils avaient pris des amendes? Ils se sont attaqués à Cyril Hanouna, qui est le talk show numéro 1, qui depuis longtemps fait parler, a reçu des gens comme Perron sur son plateau, fait parler des gens de droite. C'est le groupe Bolloré. En plus, bon, ça va plus loin que ça. Il y a un débat, il y a une guerre politique parce que Bolloré, qui est un milliardaire, et le rival total de Macron, il y a une guerre à mort entre eux. Et c'est une façon de tuer Bolloré. Enfin bon, c'est compliqué parce qu'il a plusieurs médias, dont CNews aussi, qui étaient dans la cible. Ils ont tenté de fermer CNews. Mais là, c'était une chaîne info. Là, ça devenait trop visible. Mais c'est juste... De toute façon, peu importe. En France, pays soi-disant de liberté d'expression, on a fermé 2 chaînes de télé. Après avoir fermé RT. D'ailleurs, quand ils ont fermé RT à l'époque, plusieurs personnes se sont élevées en disant ils viennent d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est exactement ce qui s'est passé. 4 ans plus tard, on ferme C8 et NRJ12. Mais la France est une démocratie avec une grande liberté d'expression. C'est la liberté d'expression des gauchistes. C'est si tu dis comme moi, tu as le droit de parler. Si tu parles pas comme moi, tu fermes ta gueule et tu es un extrême droite. Comme ici. Oui, comme ici. Merveilleux, on poursuit ça dans la section membres. On va parler de On l'avenir. va parler de l'avenir, puis surtout aussi, on va parler de stupidité. On est bien servi. Tout un sujet. J'ai vu ça. C'est un gros sujet. On parle de stupidité avec Olivier. T'es pas visé, hein? Je l'assume. Ça me Et on paraît- parle de mensonges aujourd'hui, de stupidité avec Olivier. Il m'a bien fait de m'inviter. Ils m'ont fait ma réputation. Merci beaucoup, Olivier. On invite tout le monde à venir nous joindre dans la section membres parce que c'est 3 $ par mois. Alors même en période de crise, on peut tous se permettre 3 $ par mois pour encourager les médias indépendants. Oui, et pour en apprendre sur la stupidité. Ouais, exactement. Il n'y a pas beaucoup de sections membres maintenant à 3 $, donc Non. profitez-en. Il n'y en a pas beaucoup qui restent à ce prix-là. Donc, venez nous rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci, Olivier. Bientôt, Merci. ça va être 3 $ américains. Ah, Seigneur, on va être riche. Ce serait beau, hein? Là, on va être riche. Oh, yes. Mais j'espère qu'ils feront pas les mêmes bêtises qu'en Europe. Parce que c'est bien l'union, mais... Ouais. Et C'est ça serait triste, Sans, mais on s'est gouvernement entendu que c'est supranational. c'est Sans probablement imprésident. ce qui va arriver, non? Est-ce que vous... Non, je pense qu'il y a moyen Vous êtes des petits minous. Je pense Vous qu'il y a êtes moyen cute. de le faire sans laisser trop sa souveraineté. C'est ça. Faut pas laisser trop sa souveraineté parce que ça détruit les pôles entiers de l'économie. Ouais, Alors, c'est on épouvantable. a hâte de voir ce qui va se passer avec le Québec. Et on attend les arrestations. Ben, moi, On attend les arrestations. Moi, je vois le Québec se séparer du Canada et devenir membre de cette union-là avec sa souveraineté au même titre que celle du Canada. Ça, je verrais ça. Je verrais un Québec indépendant avec sa propre souveraineté. Le Canada fait ça, mais tout le monde dans la même union avec les États-Unis. Moi, je vois le mime là, du squelette. Là, Moi, je vois pas le Québec qui indépendant. attend, mais- qui Tu vois pas attend le les Québec arrestations. indépendant? Non, Du moi tout. non Bah, plus. si le Québec est indépendant, je suis président des États-Unis, je t'envahis en 2 secondes et je prends toutes les richesses, etc. Donc, c'est pas possible que le Québec Non, mais devienne on indépendant. serait parti de l'union. Mais là, on est plus au Moyen-Âge. Pourquoi oui, qu'ils nous ok, tu veux dire que envahiraient, oui, là? je comprends ce que tu veux dire. D'accord, oui, tu ferais comme une fédération, mais avec une union avec les Américains, mais le Québec restera indépendant. Oui, ça, peut-être. Ouais. Mais il faudrait que ce serait compliqué quand même, non? On aime ça, les choses compliquées. Ouais, j'aime. Hey, Je merci. vais pas retenir mon souffle, disons. Merci, Olivier, d'avoir été avec nous. Ça a été Merci. très, très intéressant. On a J'ai dû dire beaucoup de bêtises quand je vais me réécouter. Je vais dire Comme c'était d'habitude. catastrophique, mais c'est pas grave. Et c'est à suivre. Nous autres, on suit ce téléroman mondial-là toutes les semaines. Absolument. Ça, oui. Puis je pense qu'on manquera jamais de matériel pour faire cette émission-là. Exactement. Au secours, je suis plus capable. Moi, je regarde ça puis je suis découragée de la vie. Non, Des non. deux bords, là. Faut pas. Tout. Faut pas. C'est bien, c'est bien ce qui se passe. Les On deux vit. côtés de la pièce de théâtre, c'est... On vit les moments les plus excitants. Exactement ce que disait Stéphane Bureau ce matin. On Ouais. vit des moments, et je suis content de vivre il m'a dit on vit des moments extrêmement excitants. J'ai dit Ouais. c'est exactement C'est ça. sûr que c'est vraiment historique. ça. C'est historique. On est en train de voir le monde se refaire d'une autre façon, mais on ne sait pas comment il va se refaire. Mais
C'est ça. S'il y a l'union russo-américaine, indienne et chinoise, c'est un bouleversement mondial énorme et c'est surtout une stabilité du monde. C'est ce qu'on cherche. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas eu le temps, mais je voulais te donner les 4 raisons moi, pour lesquelles je suis un pro-Trump. Bon, on va Je sais pas, t'en parler dans la section. Exactement, on va parler de ça après. Les 4 Voilà. raisons pourquoi Olivier est pro-Trump. Et les Pas raisons pro-Trump. Pourquoi t'es- j'aime Trump? Pourquoi je suis Mais Trump? vas-tu nous dire pourquoi tu l'aimes pas aussi? Oui, enfin, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est les points, Oui. les 4 points cruciaux. Je trouve Hey, ça oh, très intéressant, au contraire. Merci beaucoup, Olivier. Puis tout le monde, à la semaine prochaine, ça À va la être semaine prochaine. l'émission avec... Oui, Denis Jutras, c'est Denis vrai, elle va être Jutras. diffusée dimanche prochain parce que je pars demain à l'île Maurice. Voilà. Tu souffres, Amélie, tu Je souffres. souffre, je pars sur une île paradisiaque. Voilà. Alors, à la semaine prochaine.